Les parents ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent concrètement. Il faut savoir, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez, à la fin du cursus, que votre enfant, arrivé à la frontière d'Aflao, du Ghana, puisse échanger librement, ou bien vous voulez qu'il aille apprendre des notions de Chukwuemeka dans un Igbo lointain du Nigeria? Ça, c'est la question qui se pose. Nous avons juste besoin d'un Béninois, sur le plan marketing, commercial, diplomatique, capable d'aller défendre des idéaux, c'est-à-dire aller à l'extérieur, échanger, faire un débat de 5, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour que le vis-à-vis comprenne l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Débat d'idées. Aujourd'hui, parler anglais n'est plus un luxe, mais une nécessité. Pourtant, beaucoup de nos enfants découvrent l'anglais trop tard. Les écoles bilingues se multiplient. Est-ce une solution, une vraie solution, pardon, ou un simple argument commercial? C'est le débat de ce jour et nous serons avec Monsieur Nyansounou James, qui est coach senior d'anglais. C'est ça, Monsieur Nyansounou, bonjour. Bonjour. Alors, le thème d'aujourd'hui, les écoles bilingues, une nécessité ou un effet de mode. La première question, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre ce que nous sommes en train de dire, concrètement, c'est quoi une école bilingue? Alors, pour moi, déjà, je salue les téléspectateurs. Une école bilingue est un cadre formel, un cadre scolaire formel dans lequel vous avez deux langues qui sont contrebalancées. En tout cas, deux langues où l'enfant aboutit au bout du processus scolaire. L'enfant finit donc par s'exprimer alors dans ces deux langues dont vous avez l'intention de les inculquer très tôt avant la sortie de leur processus scolaire. Alors, ce que je veux dire en français simple, c'est que l'enfant rentre peut-être avec du fond, il peut parler son fond natal, il peut parler français, il peut parler arabe ou il peut parler anglais. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons caricaturer tout simplement pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent c'est quoi une école bilingue. Alors, quels sont les types d'écoles bilingues que nous avons ici aujourd'hui? Je crois qu'on a tout un mélange. On a tout un mélange. Nous avons sur l'échiquier national, nous avons surtout des gens qui se réclament bilingues américains, d'autres qui se réclament bilingues britanniques, d'autres qui font le programme nigérian. On a des bilingues indiens. Il y a des écoles, voilà. On a des Turcs également sur l'espace également. Et nous avons surtout bilingues ghanéens. Voilà, donc c'est tout un mélange alors sur le territoire actuellement. Alors, quand on dit bilingue, comment est-ce qu'on doit voir une école bilingue? Est-ce le français qui est dominant? Est-ce l'anglais? Comment est-ce qu'on arrive à faire ce mélange pour qu'on puisse appeler ça bilingue? D'abord, partons de ce qui existe. Il faut que j'explique de façon très claire aux parents comment ça fonctionne. Lorsque nous faisons l'introduction, moi je les appelle écoles à introduction de la langue anglaise. Les écoles à introduction de la langue anglaise sont ceux-là qui font de l'anglais une fois par semaine, c'est-à-dire c'est 30 minutes d'anglais dans la classe, on rencontre l'enseignant d'anglais une fois par semaine. Ceux-là ne sont pas bilingues. D'accord? Il y a ceux-là qui équilibrent, c'est-à-dire 2 heures d'anglais, disons au total, 1h30 à 2 heures d'anglais par jour, et sur les 5 jours de la semaine, ceux-là, nous pouvons les classer dans la catégorie des bilingues. Mais encore que dans cette catégorie, il y a maintenant ceux-là qui bourrent nos enfants d'un certain nombre de matières dont nos enfants n'ont pas forcément besoin. Et je le dis, et je porte des gants pour le dire. Nos enfants n'ont pas forcément besoin de cela. Et on les bourre d'un certain nombre de notions culturelles d'ailleurs. Prenez par exemple, quand vous disiez les Chukwuemeka, les Emeka dans les livres que nous rencontrons, dans les social studies, certains livres, certains manuels que nous rencontrons, franchement, moi je crois, et je m'adresse à ceux-là qui le font, que nos enfants béninois n'ont pas besoin de ça. Et parfois aussi, les parents ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent concrètement. Il faut savoir, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez, à la fin du cursus, que votre enfant, arrivé à la frontière d'Aflao, du Ghana, puisse échanger librement, ou bien vous voulez qu'il aille apprendre des notions de Chukwuemeka dans un Igbo lointain du Nigeria? Ça, c'est la question qui se pose. Nous avons juste besoin d'un Béninois, sur le plan marketing, commercial, diplomatique, capable d'aller défendre des idéaux, c'est-à-dire aller à l'extérieur, échanger, faire un débat de 5, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour que le vis-à-vis comprenne l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit sur le marché international. C'est ce que fait la Chine. On vous bourre du mandarin,
Et après, dès qu'on voit que vous avez maintenant, voilà, vous êtes en train d'opter pour s'ouvrir au monde, on vous bombarde de l'anglais. Donc, vous allez voir des Chinois, ils ne s'expriment pas en prononciation très correctement, mais qui se défendent de bout en bout au bout d'un débat de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Donc, voilà donc comment se présente l'échiquier. Je résume. Vous avez ceux qui font 1 heure d'anglais. Ceux-là ne sont pas bilingues. On appelle ça l'introduction de la langue anglaise. Et c'est pas mal aussi. Ça dépend du budget, de la géographie, d'un certain nombre de trucs logistiques de l'école. Il y a ceux-là qui font l'équilibre entre 1h30 par jour et 2 heures par jour, alors d'anglais, qu'on va appeler peut-être de l'hybride, du bilingue hybride. Et il y a ceux-là qui bourrent nos enfants alors de toutes des matières franchement inutiles. Alors pour nos enfants, il faut que je le dise comme ça. Voilà un peu la classification, voilà la typologie de ce qui existe sur le marché. Alors pourquoi l'anglais est fondamental dès la maternelle? Écoutez, nous vivons dans des communautés dans lesquelles vous voyez l'enfant Bariba, il rentre dans la maison, il parle Bariba avec sa mère, il va au-dehors avec vous les fonds, les goûts, il parle le goût, le fond avec vous, et parfois il aide sa mère à traduire ce que vous avez dit en Bariba, si vous l'avez insulté ou pas, et il va à l'école, il parle le fond normal avec nous tous, il parle le français avec nous tous, mais ce que nous on ne comprend pas chez lui, c'est son Bariba qu'on n'arrive pas à déterminer, surtout si on n'est pas rentré dans un événement. Pourquoi? Parce que les capacités cognitives de l'enfant très tôt sont broad, c'est open. C'est tellement ouvert que lui n'a même pas besoin d'un to be, to go ou d'un if clauses avant de commencer par envoyer les notions alors directement, puisqu'il capte. L'enfant, à partir de ce moment, son cerveau devient absorbant, comme éponge. Et donc, tout ce qui vient dedans, il capte et il pourra le restituer pour vous parler. Donc, l'enfant, Bariba peut être juste assis. J'ai pris juste, pas pour caricaturer, hein, c'est juste Bariba pour dire un peu ce que moi j'ai vécu personnellement. Donc, j'ai des enfants nordistes autour de nous, mais nous, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais eux, ils captent tout, même jusqu'à ce qu'on appelle chez nous les lots, là. Oui. Donc, quand nous, on parle, voilà un peu. Donc, quand la capacité cognitive est déjà ouverte, c'est le bon moment pour commencer par envoyer assez d'informations nécessaires à l'enfant pour qu'il puisse construire donc sa structure linguistique et s'exprimer donc dans une langue au fait. Donc déjà, dès l'âge de 3 ans, est-ce que c'est possible qu'un enfant puisse déjà maîtriser les notions de base de l'anglais? Moi, je dirais moins. Je dirais moins. À travers les comptines, les stories, à travers les comptines, les stories, beaucoup de stories, beaucoup de comptines, beaucoup de poèmes, beaucoup de chansons. Et vous allez voir que ça rentre dedans. Je vais vous donner un exemple. Avant que ma fille ne commence la maternelle, je fais exprès de télécharger des applications de langue anglaise sur une tablette que j'ai déposée au salon. Et à chaque fois, quand elle allait vers la tablette, elle jouait. Je savais que ça va développer un certain nombre de trucs. Mais au bout de 3 mois, je sortais une de mes chemises et l'enfant de 3 ans me dit « Papa, blue shirt. » Il m'a dit « blue shirt » et puis je l'ai regardé. Il dit « Hey », sans commencer l'école. Il dit « blue shirt ». Et là, aujourd'hui, elle te dit « Papa, orange » ou bien « yellow ». Et donc, du coup, est-ce que vous avez déjà vu, alors que je ne lui ai même pas enseigné, je ne suis pas arrivé à lui dire, juste parce que, à force de voir les vidéos éducatives sur cette tablette, à force donc d'être en contact avec ça, elle a capté, elle a absorbé alors ces éléments-là pour construire maintenant ces items nécessaires pour la construction linguistique. Alors, nous sommes dans un pays francophone. Est-ce que ce n'est pas dangereux de commencer par forcer l'enfant à apprendre l'anglais? Est-ce que le bilinguisme ne va pas perturber un peu certains parents disent que ça va perturber leurs enfants? Bien sûr. Bien sûr, ça c'est leur façon de voir. D'accord? Quand je dis bien sûr, c'est pour ces parents, leur façon de voir. Mais moi, j'ai assisté à des conférences à l'international dans des pays francophones. Et déjà chez nous ici, on fait déjà des conférences en anglais. Moi, j'ai eu plusieurs conférences déjà avec la Banque mondiale où c'était purement en anglais. Purement. Tous les participants devraient parler anglais. Et celui que la Banque mondiale a envoyé ne comprenait même pas français. Donc, vous devez vous débrouiller pour parler anglais. Et j'ai été dans des pays francophones, ici en Afrique, où la conférence d'une semaine, de 2 semaines, les conférences se sont tenues uniquement en anglais. Et nous, partenaires et francophones, nous, participants francophones, on s'est débrouillés. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, avec un Bénin qui est en train de s'ouvrir au monde, ça veut dire que l'éducation également doit être d'un certain niveau, et ça veut dire que les exigences linguistiques aussi, sur le plan commercial, marketing, diplomatique, ouverture internationale, ça veut dire qu'obligatoirement, tout enfant du Bénin maintenant, on ne doit plus négocier son bilinguisme vers l'anglais. Encore que l'anglais est aujourd'hui l'unique langue, si vous me permettez de dire, hein, cette langue qui domine les négociations diplomatiques à l'international, les négociations juridiques, géopolitiques et commerciales. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé donc, on est obligé d'envoyer nos enfants alors dans ce sens-là.
Alors, est-ce que nos écoles ici sont déjà prêtes pour mettre en place ce système? Comment est-ce qu'on doit mettre en place un système pour les enfants de la maternelle et tout ça? Ça fait partie des choses qui me chagrinent un peu les 9 dernières années, parce que j'ai vu un signe venir peut-être de l'État qui n'a pas forcément réussi, même si on a envoyé des signaux que ceux qui sont peut-être là n'ont pas capté. Mais déjà, les privés se préparent et je pense que peut-être qu'à partir des privés, ça va tiquer l'esprit alors de ces gouvernants au niveau du ministère à pouvoir dire, bon, finalement, il faut vraiment qu'on décide de quelque chose. Je crois que le Gabon est en train de faire un travail sérieux là-bas. Je ne sais pas après tout ce qui se passe dans le pays. Le Burkina a pris le pli. Le Bénin a tenté, il y a 9 ans, de nous séduire. Mais le projet, certainement... c'est toujours à la cuisine. Voilà, toujours à la cuisine, en train de prototyper. On ne sait pas ce que ça donne. Oui. Donc, du coup, je crois qu'il y a déjà cet appétit quand même et cette volonté politique qui vient. Et je crois que les privés doivent commencer par peut-être sortir un type de prototypage donné. Et dès qu'ils vont voir les premiers résultats, je crois que ça va peut-être tiquer les gouvernants à aller dans le sens des privés. Et je pense que les privés font un travail formidable dans ce sens-là. Alors, nous allons faire un petit travail pédagogique. Dites-moi, à la maternelle, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire d'étape en étape jusqu'au CM2? Moi, je pense que la maternelle, c'est le bassin linguistique. C'est juste un bassin dans lequel l'enfant s'amuse. Il s'amuse, il apprend. Il s'amuse, il fait sa peinture, il apprend. Il s'amuse, il fait sa peinture, il apprend. À partir du CI, on commence par lui envoyer, par poser les premiers jalons en termes de vocabulaire, en termes de mots-clés, en termes d'expression. Et à partir des CE, il faut les bombarder d'un certain nombre de types d'expressions et les mettre plus en simulation. Et maintenant, à partir des CM, ils ne sont que dans des jeux de rôle et que dans des simulations et que dans des situations réelles qui vont donc les amener à complètement s'exprimer. Il faut les pousser, surtout du CE au CM, il faut les pousser à bout jusqu'à donner à l'extrême même, jusqu'à commencer donc par se dire, voilà, je dois me défendre maintenant. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour mettre un pied dans ce qui se fait au secondaire, quand les enfants sortent du CM, qu'est-ce qui devrait être fait? Mais ce qui se fait actuellement sur le terrain, c'est la normale. Au secondaire, franchement, c'est un carton rouge. D'abord, il faut que je dise aux téléspectateurs, ce qui se fait au secondaire, ce n'est pas de l'anglais. C'est de l'anglais encerclé pour obtenir des points. C'est-à-dire les to be, les if clauses, les verbes irréguliers, ça servait à quoi? Combien, même parmi leurs enseignants de classe, parlent anglais? Première question. Combien parmi ces enfants, après les to be, to go, to have, les irregular verbs et consorts, parlent anglais à la fin? Et donc, quand vous êtes dans ce cercle-là, et que c'est ce cercle d'anglais encerclé autour de certaines thématiques, les enfants ne peuvent être que bornés aux thématiques. La preuve, ces enseignants aussi, quand vous faites des débats hors thématique, ils n'arrivent pas à tenir même 10 minutes. Donc la preuve, ce n'est pas de l'anglais, c'est juste pour satisfaire alors le censorat et avoir des notes dans le bulletin. Ça, là, qu'on s'arrête là et il n'y a même pas de débat. Et je suis prêt pour quel CP ou inspecteur veut faire le débat contradictoire là-dessus. C'est un débat qu'on va poursuivre certainement avec les CP et ceux qui ont en charge l'enseignement de l'anglais au secondaire pour voir clair dans ce qui se passe là-bas. Mais déjà, revenons dans l'anglais à la maternelle jusqu'aux classes du primaire, les avantages de façon concrète. Dites-moi un peu, quelles sont les opportunités qu'un enfant ou un enfant adulte ou enfant peut avoir quand il maîtrise l'anglais? Okay. Et quelles sont ses malchances quand il ne maîtrise pas l'anglais? Ok, je prends l'exemple d'abord. Je vais caricaturer par un exemple de Galbert qui finit les études secondaires. Il a son bac, il tape son master en statistique, consort. Il trouve un poste au Rwanda et lors de l'interview, il bloque au niveau de l'anglais. Salaire $5 000 le mois. Un gars qui a galéré à Cotonou et qui trouve un poste au Rwanda. Salaire $5 000 le mois et qui retourne dans son Tchankpame tout tranquillement. C'est sorcier ou bien c'est lui qui a créé le problème? C'est pas sorcier. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Et je prends l'exemple typique d'une de mes connaissances avec qui j'ai fait l'université, qui a fait lui plutôt l'économie et qui devait trouver un poste dans un institut agricole très reconnu, dont je ne vais pas appeler le nom ici, très reconnu, et qui arrive à l'interview et c'était une blanche. Il dit « Hey, how do you do ?» Il n'a pas répondu et il devait juste répondre « How do you do ?» Il ne devait pas dire « I am fine ». Il devait dire « How do you do » tout simplement et on continue la deuxième étape. Donc, à partir de « How do you do »,
lui, il a été déjà bloqué. Voilà un gars qui a galéré voilà, dans son Savalou natal et qui est venu à Cotonou, a souffert pour faire sa FASEG et finir l'économie, trouve une opportunité dans un institut international de plus de $3 000 le mois. Et bon, voilà, doit se retourner maintenant dans son Savalou pour dire que c'est les sorciers qui sont derrière lui. Non, mais à des moments donnés, il faut savoir arrêter les choses. Il faut savoir dire que c'est plutôt lui qui n'a pas été à la hauteur, qui pense que de façon classique, comme beaucoup, et je profite pour m'adresser à beaucoup de directeurs et de parents, de directeurs d'écoles primaires, qui sont encore classiques dans leur cerveau. Quand vous vous adressez, ils disent non, ce n'est pas important. Ils disent waouh, dans un monde où l'enfant finlandais a déjà les notions basiques pour même aller traverse la frontière très rapidement pour aller passer ses vacances à la Grande-Bretagne, bombarde un peu d'éléments linguistiques avant de revenir chez lui. Vous n'avez pas vu certains présidents, récemment vous avez vu sur TikTok un président parler anglais, oui. Tout le monde s'en moquait, alors que c'était juste son accent qui faisait le problème. Mais moi je dis, il a fait fort. Parce que lui, il prononçait des mots, les gens croyaient qu'il prononçait des noms et non des mots. Et ça a fait tout un tollé sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi? Parce que derrière, si on avait réellement travaillé sa prononciation, vous aurez mieux entendu ce qu'il disait et il a passé des messages forts que les gens n'ont pas entendus parce que l'accent sénégalais était dedans, pardon, et un certain nombre de temps était dedans. Donc du coup, pour répondre donc à cette question, regardez le cas de Galbert, regardez celui dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui ont perdu ces opportunités de traverser les frontières. On vous appelle, vous travaillez dans une banque ici africaine, on vous appelle à un poste et que à cause de l'anglais, vous ne pouvez pas aller au régional. Vous devez forcément être au Bénin. Qui vous a dit que lorsque nos enfants finissent, c'est seulement le Bénin leur territoire? Moi, je pense que c'est le monde leur territoire. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus négocier. Je parle à ces parents qui ont encore des idées classiques et je parle à ces directeurs d'école qui ont encore des cerveaux classiques, de leur dire tout simplement, ce n'est plus négociable. Même s'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à au moins faire introduction à la langue anglaise tout au moins pour ces enfants, pour qu'ils aient le basique avec lequel ils peuvent se défendre dans la société actuelle. Et le monde aujourd'hui est globalisé. Donc, quand vous allez dans les réseaux sociaux, que vous le voulez ou pas, vous allez parler anglais. Tous les mots sont en anglais. Oui. Aujourd'hui, les live streaming, ceux qui vendent maintenant en ligne, ils ne disent plus je suis en direct, non, ils disent je suis en live. Le mot c'est live, oui. L-I-V-E. Oui. Donc, ça veut dire que même dans nos salons, sur nos commandes, sur nos écrans, c'est-à-dire l'anglais nous pourchasse. Quitte à nous de nous réadapter et d'être internationalisés. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ça. Alors, merci, monsieur James Yansounou. Vous êtes coach senior d'anglais. Merci beaucoup. Je pense qu'on vous a compris. Les parents aussi vous ont entendu. Et chaque école, chaque parent à son niveau, chaque famille prendra le sujet au sérieux pour que l'anglais devienne, même depuis la maison, quand même, il faut que les parents aient quelques instants d'échange d'anglais avec leurs enfants. Comme vous l'avez dit, le monde est devenu un village planétaire et nos enfants ne doivent plus être enfermés dans une seule langue. L'école bilingue, quand elle est bien faite, chers amis téléspectateurs, elle n'est pas un luxe, c'est un investissement pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Merci, M. Yansounou également. Bon. Merci de nous avoir suivis. Merci. Votre émission Débat d'idées va se poursuivre sur d'autres thématiques la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.